Bonjour, je vous fais cette petite introduction pour vous expliquer que cette vidéo a déjà été postée sur la chaîne de Kenta ASMR, que je remercie une nouvelle fois pour cette collaboration. On a décidé de poster cette vidéo sur sa chaîne ainsi que sur ma chaîne afin de donner plus de visibilité à notre contenu, car peut-être que ceux qui regardent ces vidéos ne me connaissent pas, et à l'inverse peut-être que vous, qui passez par là, vous n'avez pas encore vu cette vidéo sur sa chaîne, ou alors vous ne connaissez pas Kenta ASMR. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande vivement de vous rendre sur sa chaîne. Le lien est dans la description, ainsi que tous les liens menant vers ses réseaux. Alors voilà, je vous laisse avec la suite. J'espère que ça vous plaira. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue sur le nouveau format podcast ASMR. C'est Kenta ASMR. J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Konatus ASMR. Konatus, comment vas-tu? Ça va très bien, merci de me recevoir. Ça fait plaisir de faire ce podcast avec toi. Dans un premier temps, avant que je commence, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, présenter ta chaîne, depuis quand tu as commencé, voilà, pour les auditeurs qui sont sur ma chaîne YouTube, qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, moi c'est Konatus ASMR. J'ai lancé ma chaîne en mars 2021, donc le mois dernier. Et à travers mes vidéos, ou plutôt mes enregistrements audio, je parle de ce qui me passionne, donc c'est-à-dire tout ce qui touche aux différents domaines artistiques comme la musique, le cinéma, etc. Je présente par exemple mes films préférés ainsi que les producteurs, DJ et autres artistes que j'apprécie. Et donc aujourd'hui, je suis très content d'être là pour parler d'un duo que j'aime beaucoup et que je suis depuis très longtemps. Oui, alors aujourd'hui, on vous parle du groupe des Daft Punk. Les Daft Punk, en fait, c'est un groupe de musique électronique français, originaire de Paris, qui est composé de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo. Le groupe est actif entre 93 et 2021, 28 ans, et participe à la création et à la démocratisation du mouvement de musique électronique baptisé French Touch. Ils font partie des artistes français s'exportant le mieux à l'étranger, et ce depuis la sortie de leur premier véritable succès, Daft Punk, en 1995. Une des originalités de Daft Punk qui est la culture de leur société d'artistes indépendants et sans visage portant toujours en public des casques et des costumes. Ils s'inspirent sur ce point du film Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Connais-tu, est-ce que tu as vu ce film? Eh bien oui, je l'ai déjà vu et j'ai vraiment bien apprécié. Daft Punk sort son premier album intitulé Homework en 1997. Leur second album, commercialisé en 2001, s'intitule Discovery et comprend des succès tels que One More Time, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger. Le duo a également composé la bande-son du film Trône d'héritage. Je n'ai pas vu le film, je ne sais pas si toi, Connatus, tu as vu ce film. Je l'ai vu également et plusieurs fois même. En 2013, Daft Punk quitte EMI Records pour signer avec le label Columbia Records et sortir un album intitulé Random Access Memories, qui remporte un important succès international avec 5 Grammy Awards, dont celui du meilleur album de l'année, alors que la chanson Get Lucky triomphe dans le monde entier. Et le 22 février 2021, malheureusement pour nous, ils annoncent la séparation de leur duo dans une vidéo intitulée Épilogue après 28 ans de carrière. Euh, Ce que je vous propose, c'est que je vous dise un peu les dates importantes, les périodes importantes de Daft Punk, et ensuite je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu de la part d'un de mes collaborateurs au travail qui a pu me témoigner son amour pour les Daft Punk. Alors ils font leur début entre 1987 et 1997, ça a mis 10 ans. Et ensuite le premier album, l'année Homeworks, entre 97 et 99. Il y a eu Discovery et l'organe de notoriété entre 99 et 2004. Il y a eu ensuite Human After All 2004, entre 2004 et 2008. Tron l'héritage, le film, entre 2008 et 2010. Random Access Memories, un très bon album, entre 2013 et 2014. Et puis il y a eu d'autres projets, des concerts, entre 2015 et 2021, des concerts surtout, notamment au Coachella Festival. Ils ont eu beaucoup d'honneurs,
Les membres, en fait, il y a eu 2 membres et ça a toujours été les mêmes. Beaucoup de distinctions. Voilà, c'était vraiment un très gros groupe. Je suis sûr que peut-être de nom vous ne connaissez pas pour les plus jeunes, mais qu'il y a des chansons que vous devez connaître sans souci. Alors maintenant, je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu de Spiderco Gecko, qui témoigne de son amour pour les Daft Punk. Alors tout ce que je vais dire, c'est vraiment les mots exacts du témoignage. Daft Punk, c'est un ovni sur la scène musicale. Un truc inclassable, capable de rassembler le monde de la funk, de la soul, du rap et de l'électro. L'album Homework, sorti en hiver 1997, a touché un public ultra large. Dans les soirées, le titre Around the World était forcément passé. L'équipe passait sur les chaînes de télé, était en total décalage avec ce qu'il se faisait à ce moment-là. Le clip Révolution 909, qui retrace l'histoire d'une tache de sauce tomate sur le maillot de corps d'un officier de police, est un exemple de cette culture naissante, incroyable, créative. Culture créative, complètement barrée et absolument géniale. L'album Discovery sortira en 2001. On y découvre un univers musical et visuel avec des clips vidéo incroyables réalisés par le créateur d'Albator. Cet album, elle a fait tout pour devenir iconique. Chaque clip qui sortait était un morceau d'histoire, raconté à des fans qui trépignaient d'impatience de devoir sortir le nouveau numéro. Cet album va avoir une résonance mondiale et Daft Punk écrit, selon moi, une des plus grandes œuvres musicales des débuts de ce nouveau siècle. Daft Punk était partout et pour notre plus grand plaisir, Daft Punk offrait la possibilité de lancer la totalité de l'album sans avoir de moments creux ou ennuyants. Tout est festif et pour tout le monde. Merci à eux. C'était le témoignage de Spider Kojeko. Maintenant, je vais parler un peu de mon ressenti. Voilà, moi je suis pas dans le monde de la musique, je suis un consommateur de la musique. J'écoute énormément de musique sur Spotify par exemple. Et c'est vrai que Daft Punk en fait c'est une musique, c'est de tous les albums. Vous pouvez mettre l'album, vous n'allez pas vous en lasser. C'est-à-dire que c'est un album qui traverse le temps. C'est un album intemporel. C'est comme Michael Jackson, ça pourrit pas, il n'y a que des classiques. Vous ne sentez pas que c'est une autre, entre guillemets, époque. Alors pourtant, ça a 28 ans. Mais pour moi, les sonorités, dès que j'ai entendu One More Time la première fois, je me suis dit, waouh, ils sont dans le futur. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, de part de leur personnalité, leur façon d'être, même s'ils étaient aussi discrets, ils avaient leur monde à eux, leur univers. Et nous, on rentrait dans cet univers-là. C'est vraiment dommage qu'ils ont arrêté. Mais ils nous ont fait de la bonne musique. Ils nous ont fait des belles choses. N'est-ce pas, Konatus? Ah, mais complètement. Quel est ton titre préféré d'ailleurs? Daft Punk, sans hésiter. Parfait. Moi, c'est One More Time, incontestablement. Incontestablement. Konatus, je te laisse la main. Je vous laisse entre les bonnes mains de Konatus, qui va vous parler de Daft Punk et de son ressenti. Konatus, à toi. Oui, alors déjà en ce qui me concerne, je suis un très grand passionné de musique depuis toujours. Mes parents m'ont élevé avec de la musique dans les oreilles, que ce soit à la maison ou dans la voiture. Il y avait toujours de la musique, du rock, de la funk, du disco, etc. Et par la suite, vers mes 10 ans, ils m'ont inscrit dans une école de musique où j'ai suivi des cours de solfège, de guitare, etc. Et en parallèle, donc je parle de cette période, c'était en 2008, on a eu notre premier ordinateur à la maison. Donc je l'utilisais pour faire deux choses. La première, c'était pour jouer à des jeux comme à Diplo. Et la seconde, c'était pour aller sur des sites de musique en fait. J'écoutais tout simplement des MP3 et je regardais des clips. Et à un moment donné, je suis tombé sur une prestation live de Daft Punk à Coachella en 2007. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être jamais vu ou écouté, je vous invite à aller sur YouTube et taper Daft Punk Alive 2007. Et vous verrez cette fameuse vidéo où ils sont voilà, en haut de leur pyramide et avec des lumières partout, etc. C'est vraiment cette vidéo qui m'a mis une claque à l'époque, puisque j'étais à ce moment-là, j'étais en train voilà, d'apprendre des classiques comme Mozart, Beethoven, Bach, et d'un coup, je tombe sur ce style de musique. C'était de sonorités que j'avais jamais vues, et même le fait de voir cette scène avec toutes les lumières, les basses, voir le public qui réagit à cette musique, ça m'avait clairement retourné. J'étais en mode, c'est ça que je veux faire en fait. J'avais envie de lâcher mes cours de musique, mes cours de guitare et de me mettre derrière des platines quoi. Et donc par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'ils faisaient vraiment, à toute leur discographie. Donc je suis allé sur YouTube notamment.
Et à côté de ça, il y avait même une cousine qui m'avait donné des albums tous leurs albums en fait, pour que je puisse les mettre sur mon iPod Touch, notamment. À l'époque, c'était la révolution. Et donc, c'est vraiment eux qui m'ont transmis cette passion pour la musique électronique. Et même par la suite, vers mes 15 ans à peu près, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce process de composition, de mixage, etc. Et depuis, je produis des morceaux, voilà, je compose, je mixe également. Euh, Tout ce qui tourne autour de la house, donc tech house, bass house et un peu de trap aussi. Donc voilà, on va dire c'est m'ont clairement influencé et motivé à m'impliquer dans la musique électronique depuis de nombreuses années. Voilà. Donc maintenant je vais enchaîner avec une autre partie. Donc là je vais parler des différentes anecdotes autour de Daft Punk, de leur carrière et voilà, vous donner des petites infos que vous ne connaissez peut-être pas. Donc j'en ai sélectionné 5. Donc pour la première, je vais dans un premier temps parler d'une rumeur qui a longtemps circulé et qui affirmait que le duo était originaire de Versailles, mais ce n'est malheureusement pas le cas, puisque Thomas Bangalter, lui, est né à Paris et Guiman est né à Neuilly-sur-Seine. Donc cette rumeur aurait notamment été amplifiée à cause de la page Wikipédia d'un lycée versaillais qui stipulait en fait que le duo faisait partie de ses anciens élèves. Mais le père de Thomas a clairement démenti ces informations et même pendant une interview, il a déclaré: ils ne sont pas du tout de Versailles et ne sont pas passés par le lycée Hoche non plus. Les gens lisent ça sur Wikipédia, mais c'est faux. Cette confusion vient peut-être du fait qu'ils sont amis avec les membres de R et Phoenix, donc ils sont deux autres groupes français, mais ils n'ont jamais mis les pieds à Versailles. Enfin, au moins, ça le mérite d'être clair et on ne peut pas contredire les faits puisqu'ils sont clairement exposés par le fait par le père d'un membre du duo. Alors pour la deuxième anecdote, celle-ci concerne l'origine du nom Daft Punk. Avant de se lancer en duo, Guy Manuel et Thomas avaient formé un groupe de rock avec Laurent Pokowitz qui s'appelait Darlene. Et donc ils ont produit différents morceaux et par la suite il y a une critique qui a été rédigée par le magazine britannique Melody Maker qui a décrit leur musique en utilisant les termes Daft Punky Trash. Donc ils se moquaient clairement de leur musique et la qualifiaient clairement d'idiotie, de grosse bêtise quoi. Et, finalement, au moment de lancer leur duo, les Daft Punk, enfin, du moins Thomas et Guiman ont décidé de reprendre ces mots et de garder uniquement Daft Punk, qui signifie littéralement punk idiot. Et avec ce nom, ils ont clairement montré qu'à l'époque, ils savaient déjà encaisser les critiques et qu'ils savaient utiliser voilà, ce qui les touche, mais à leur avantage. Ils avaient déjà cette petite, on va dire, insolence de montrer que et de dire voilà, on sait ce qu'on veut et on va vous montrer de quoi on est capable, quoi. Alors j'enchaîne avec la troisième anecdote. Cette fois-ci, on va parler des masques, puisque au début de leur carrière, les Daft Punk ne portaient pas de masque. C'est à partir du moment où ils ont commencé à faire parler d'eux, et notamment dès la sortie de leur premier album, Homework en 97, qu'ils ont voulu préserver leur identité et apparaître masqués. Ils ont donc commencé à refuser les interviews télé et ils portaient des masques trouvés dans des boutiques de déguisement, donc des trucs un peu kitsch. Et donc ces masques, ils les portaient pendant des séances photos par exemple. Et ils affirmaient en fait vouloir se démarquer et même, je cite, créer un langage visuel pour l'électro qui abandonnerait les clichés du passé. Donc avec ça, ils avaient déjà cette volonté de préserver leur identité, de créer même une entité générale qui représenterait toute leur musique et qui s'y collerait parfaitement. Et ils avaient déjà cet attrait pour le fait de prendre du recul sur ce qu'ils font, de dissocier leur vie artistique et personnelle, et mais également voilà, de pouvoir contrôler leur image auprès du public. C'est vraiment ça qui les intéressait dans la création, on va dire, du mythe. Alors pour l'anecdote suivante, cette fois-ci on va vraiment parler des masques que l'on connaît tous, puisque c'est uniquement à la fin des années 90 qu'ils ont commencé à se pencher sur une idée de masque unique. Et ils ont contacté Tony Gardner, qui est un spécialiste américain des effets spéciaux, qui a notamment travaillé sur le clip de Thriller de Michael Jackson. Et ils ont donc collaboré pour créer les designs des casques, les plans, les maquettes. Et en fait, Thomas et Guiman avaient déjà une idée concrète de ce qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment quelque chose qui puisse leur permettre voilà, d'agrémenter leur identité, de contribuer à l'expérience qu'ils proposent à travers leur musique et leurs différents lives. Et c'est pour cela qu'ils ont voulu des casques uniques
qui offre des fonctionnalités vraiment particulières, comme par exemple l'affichage de messages, la synchronisation avec la musique par exemple. Et on raconte que ces casques auraient coûté 65 000 dollars à produire. Donc c'est vraiment cette tenue qui a contribué au lancement du mythe. Ils avaient même raconté à l'époque qu'ils avaient eu un accident en studio, et en fait c'est ça qui a fait qu'ils ont dû être opérés, rafistolés avec des parties robotiques. Donc ça a vraiment lancé le mythe des deux robots, voilà, comme on les appelait, comme on a commencé à les appeler par la suite. Et pour ce qui est de la dernière anecdote, donc la cinquième, faut savoir que leur première apparition officielle s'est déroulée en 2008 à l'occasion des Grammy Awards, puisque le duo s'est produit en compagnie de Kanye West pour présenter leur collaboration intitulée Stronger. Et par la suite, ils ont fait d'autres apparitions aux Grammy Awards notamment, donc avec Pharrell Williams, Stevie Wonder ou encore The Weeknd. Au fil des années, on voit que leur image s'est clairement imposée dans le monde de la musique. Ce mythe des deux robots très mystérieux s'est clairement ancré dans le paysage musical, et lors de l'annonce de leur séparation, les gens voilà, ont vraiment, ont vraiment pris du recul sur ce concept, et ont vraiment ont compris que ce qui comptait avant tout pour Thomas et Guy Manuel, c'était leur alter ego, en fait, les deux robots. C'était vraiment ça qu'ils voulaient que les gens prennent en considération, qu'on les considère comme tels et non comme les personnes qu'ils étaient, alors que pourtant on sait à quoi ils ressemblent, on sait comment ils s'appellent, on a vraiment des informations personnelles sur eux, mais les gens ont toujours respecté leur vie personnelle, et ils ont toujours considéré comme les Daft Punk les deux robots. Et donc ce qui fait que à la fin de leur projet, les gens ont vraiment ont vraiment fait des messages en mode adieu les robots, adieu les Daft, voilà, et non au revoir les Thomas et Guy, puisque dans tous les cas on sait que ces derniers seront toujours dans le paysage de la musique, puisqu'ils ont travaillé sur différents projets en solo, notamment Thomas qui lui a réalisé différentes bandes son pour les films de Gaspard Noé. Donc voilà, on sait que même si leurs projets, leur alter ego ne seront plus actifs, on sait que eux, ils ont clairement marqué le paysage musical, et on en parlera encore et encore dans des années. Voilà, donc c'était tout pour les anecdotes concernant les Daft Punk. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous a plu. Encore une fois, je te remercie Kenta pour m'avoir convié pour ce concept, pour cette vidéo. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir de pouvoir échanger et parler sur ces artistes qui font partie de mes artistes préférés. Et donc au plaisir de revenir pour discuter encore et échanger une nouvelle fois sur d'autres thèmes. C'est vraiment ça m'a vraiment plu. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu à vous également, et que vous aurez appris des choses une nouvelle fois.